Bonjour à tous, nous sommes en direct avec vous jusqu'à 14 heures et aujourd'hui nous avons plusieurs invités comme d'habitude. D'ailleurs, nous sommes en semaine bleue. Semaine bleue, mais ça veut dire qu'on va s'occuper beaucoup et on va s'intéresser beaucoup des personnes âgées. On va recevoir dans un instant, il est déjà avec nous, David Dampier, le directeur des services d'accompagnement à domicile, SAD. Bonjour David. Bonjour, bonjour. Et merci d'être avec nous. Un peu plus tard, on va recevoir Mme Ketty Bernos Angélique. Elle est directrice de l'autonomie au Conseil départemental de la Guadeloupe. Là encore, on est toujours dans la semaine bleue. Valérie Boulogne, psychologue territoriale, direction des personnes âgées et handicapées du département. Et puis, nos chroniqueuses habituelles du mercredi, je vais parler de José Turlepin, parlera un petit peu de l'école en temps longtemps qui vient s'atteiller, parce que vous savez qu'autrefois, à l'école, quand j'étais encore à l'école, il n'y avait pas de stylo, on avait des plumes. Il va en parler, des tables, des buvards, des choses comme ça que David n'a pas connues. Et puis Martine Fazer sera avec nous un peu plus tard. Voilà, pour l'actualité, c'est cette interview de M. Drumeau, David Drumeau, sur la parution du Bokit dans un magazine américain. Alors, ça fait le buzz. On en parlera avec Stanley Manicor. Sonia Talpierre, qui est la directrice, la présidente du CTIG, parle d'une campagne interville pour relancer le tourisme, puisque vous savez que le tourisme, depuis la Covid, le tourisme ne décolle pas. Donc, on essaie de trouver des solutions palliatives. Avant-première documentaire, c'était hier soir, de Camarade Jean, le film de Franck Salin. Franck Salin qui soit notre invité demain, avec qui on reviendra sur le film. Mais Stanley Manicor était à l'avant-première hier soir à Cinestar. Il nous fera quelques images. Et puis, un micro de trottoir, puisque vous le savez, les restaurants rouvrent. Alors, est-ce que les Guadeloupéens sont prêts à y aller au restaurant? Bien, on sera tout à l'heure avec le micro-trottoir et puis on viendra sur la conférence de presse de l'UTS-UGTG, puisque vous savez que le service radiologie du CHU en ce moment est en grève. Voilà un petit peu l'actualité de ce ZCL News. Nous sommes en direct de Radio Attention et de C10 FM. Voilà, on vous a tout dit. Merci d'être avec nous et restez-y puisque vous êtes déjà là. Alors, David Dampier, je disais, on aura une semaine bleue. Et de plus en plus, il faut s'occuper des personnes âgées. Comment IBIS et le PAD, SOS, vous organisez ça? Eh bien, tout d'abord, bonsoir à vos auditeurs ainsi qu'aux téléspectatrices, téléspectateurs de la chaîne Canal 10. Tout de go, IBIS Service, donc le partenaire du quotidien, ainsi que SOS, personnes à domicile, sont, j'allais dire, les bras qui interviennent. Auprès donc justement des publics âgés, mais aussi des publics en situation d'isolement. Et force est de constater qu'à la faveur des événements de la Covid, beaucoup de ces personnes ont eu recours justement à nous, et les parents qui habitent très loin de la Guadeloupe s'inquiétaient de savoir est-ce que leur famille allait pouvoir survivre, puisque nous avons dû, pendant toute cette période, faire du portage de repas, mais également relayer via un dispositif de permanence. D'accord? Donc, parfois rester au domicile des gens, dormir avec elles. Ah, carrément. Ah oui, carrément, puisque on ne pouvait pas se présenter dans n'importe quelle condition. Faut-il rappeler quand même que pendant la première phase de l'épidémie, il n'y avait pas de grands moyens logistiques. Nous n'avions pas de masques, nous n'avions pas de gel hydroalcoolique, et néanmoins, nous avons cherché des solutions qui ont permis de maintenir un minimum d'intervention auprès de ces publics. Et nous ne sommes pas à l'abri, en tout cas, rien nous dit qu'on ne serait peut-être pas de mettre dans une autre situation, une configuration compliquée. Oui. Ça signifie que vos deux associations SOS et PAD IBIS sont au quotidien maintenant avec ces personnes âgées? En fait, c'est l'engagement de ces structures. C'est justement, il est dit que IBIS Service doit être là au quotidien. D'accord. Oui. Il est dit également que SOS, ce sont deux structures qui, oui, pour la première, parce qu'il faut quand même les présenter, IBIS Service qui est sur le territoire de la ville des Abîmes, donc elle a vocation à rayonner justement sur le centre et aux abords, d'accord. Et puis nous avons SOS PAD qui est situé à Petit-Bourg et qui rayonne sur le nord Basse-Terre. Oui. Donc effectivement, depuis déjà près de 8 ans pour IBIS Service et 3 ou 4 ans pour SOS PAD à domicile,
c'est du quotidien. Donc, ce sont des aides médico-psychologiques, ce sont également des animatrices géontologiques, ce sont des auxiliaires de vie aux familles qui sont, sur le pont, qui vont porter justement les salutations. Ça peut paraître un peu, hors son nom. C'est dire bonjour. C'est aussi aider la personne dans son quotidien qui, malheureusement, pour des raisons de santé, pour des raisons de maladie, de vieillesse, ne peut plus subvenir à ses propres besoins. Donc, ce sont des actes essentiels qui maintiennent justement ces publics-là, ces aînés-là, nos parents, dans la vie. Et il arrive souvent que ces personnes soient seules. Oui. Alors, j'ai envie de dire que, on ne cesse de le répéter, puisque les chiffres aujourd'hui parlent que la Guadeloupe, c'est un pays qui vieillit. Donc, ça veut dire que le public de SOS et de IBIS est en train de s'élargir. Oui, le public est en train de s'élargir. C'est vrai que les statistiques, les données qui ont été recueillies tout récemment, actualisées il n'y a pas si longtemps, donc à la fois par le conseil départemental, mais également par l'INSEE, révèlent que d'une part, qu'il y a une dépopulation, donc de nombreux jeunes et moins jeunes quittent le territoire et ne reviennent pas en Guadeloupe. Et ensuite, nous avons une population, de 60 et plus, qui restent en Guadeloupe et qui vieillissent plus ou moins bien. Okay? Parce que il ne faut quand même pas dramatiser. Donc, effectivement, c'est un besoin qui s'étoffe, d'accord? Et donc, nous, en tant que prestataires, en tant que mandataires, quelquefois, nous devons considérer ces besoins avec beaucoup de soins, avec beaucoup une visée d'excellence, d'accord? C'est pourquoi, déjà l'année dernière, nous avions à l'initiative, en tout cas nous étions à l'initiative en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, et notamment avec des amis, le conseil départemental et d'autres organismes, nous avions monté une manifestation avec une marche pour la planète, où je suppose que vous en rappelez, nous avions convié l'ensemble de la population à converger sur le territoire des Abîmes. Et voilà. Eh bien, cette année, c'est un autre thème qui est plutôt autour de la COVID, en tout cas autour du domicile, puisque ce sont des publics qui sont à protéger. Tout à fait. Mais ça signifie, David Dampier, qu'aujourd'hui, on est obligé de l'admettre, ce sont des nouveaux métiers qui se créent. Oui, ce sont de nouveaux métiers qui se créent, donc d'où la professionnalisation du secteur du médico-social, de l'aide et de l'accompagnement à domicile. Donc, il y a des filières, il y a même une organisation aujourd'hui qui s'appelle OSAP, qui existe et qui a pour vocation de réunir et de rassembler justement les acteurs du service à la personne et de professionnaliser la démarche. Donc, il y a des process, il y a des labels, il y a des certifications, il y a des évaluations donc, qui sont faites, de telle sorte que nos structures, au-delà de IBIS Service et je prêche un peu pour ma paroisse, mais moi j'essaie d'avoir une visée un peu plus en profondeur. Ce sont des besoins, comme vous avez pu dire, qui sont là. D'accord. Ce sont des publics qui sont exigeants et donc du coup qui ont droit aussi à une qualité, d'accord, une qualité de vie, à une qualité à leur domicile. Okay. Et donc nous devons tendre vers l'excellence et aller vers la formation. Et donc en tout cas, nos structures sont engagées résolument sur la formation et sur l'interaction avec les autres acteurs, puisque nous entendons être, des moteurs d'événements dans notre activité. Alors, vous l'avez dit, ce sont des métiers qui se créent et des prestations que vous faites, mais qui fait l'évaluation? Alors, l'évaluation est faite par un organisme extérieur, donc, qui vient et qui va donc s'assurer que le cahier des charges, parce qu'il faut savoir que nous ne pouvons exercer, en tout cas pour les publics fragiles, donc les gens, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, y compris les enfants de moins de 3 ans, il faut un certain nombre d'autorisations pour pouvoir prester, pour pouvoir aller au domicile de ces gens-là. D'accord. Donc, à raison, selon un calendrier qui est déterminé donc, par les textes, d'accord. Donc, on a un évaluateur, donc un cabinet qui vient et qui va auditer l'entreprise. Et à l'issue de cet audit, de cette évaluation dite externe, on va pouvoir soit confirmer la structure dans son travail, ou au contraire faire un certain nombre d'observations, voire même, le cas échéant, lui enlever ou demander à lui enlever donc, les autorisations administratives. C'est une autorisation, un agrément? Alors, on n'appelle plus ça tout à fait agrément. Les textes ont changé l'appellation, mais disons que n'importe quelle structure ne peut pas
aller comme ça. S'improviser. Non, je dis ce terme-là est révolu. Nous devons, et en tout cas les textes depuis la loi Borloo et toutes les innovations, en tout cas toutes les publications qui sont sorties. Encore tout récemment, il y a eu un grand congrès en France. Hein, et ici même, non. Il faut être sérieux. On ne peut pas s'improviser aide médico-psychologique, on ne peut pas s'improviser animateur gérontologique, on ne peut pas soulever quelqu'un sans avoir un certain nombre de formations. On ne peut pas, être dans le conseil, être dans même la manière, par exemple, des repas. Les repas qui sont préparés doivent respecter un certain nombre de normes, parce que ce sont des gens qui sont parfois hypertendus, qui sont diabétiques. Donc, il faut un minimum quand même et une formation, voire un diplôme pour pouvoir intervenir donc, auprès de ces publics. Oui. Et donc, pour revenir à des choses concrètes, des gens qui vous regardent en ce moment, qui ont peut-être un besoin de ce type de prestation, comment ça s'organise? C'est vous qui allez chercher les clients ou c'est l'inverse, ce sont les clients qui s'adressent au service d'accompagnement à domicile? Alors, vous posez là une très très bonne question et je me permets de vous corriger. Corrigez-moi. Vous avez été un professeur, vous avez été un professeur de français, donc je vous corrige. On ne parle pas de clients, justement, on parle de bénéficiaires. De bénéficiaires. Donc c'est toute une autre démarche. Ce n'est pas une logique uniquement mercantile. D'accord. Donc derrière, il y a quand même une démarche sociale, il y a une démarche de relations sociales, d'accord. Et donc ce sont des bénéficiaires qui le plus souvent nous sont adressés par des prescripteurs que peuvent être un médecin, que peuvent être un pharmacien, que peut-être et aussi et souvent de plus en plus donc les parents, les enfants qui habitent en Guadeloupe et qui habitent à l'extérieur et qui nous font des recommandations, qui nous demandent justement de porter une attention. Et donc, on reçoit ces gens, on fait une évaluation et ensuite on va déterminer quel type d'intervention. Est-ce qu'on doit faire appel à la mutuelle? Est-ce qu'on doit faire appel au conseil départemental via l'APA, la PCH, etc. etc. Mais en tout cas, on ouvre le champ et il n'y a pas de prêt-à-porter. C'est sur mesure. Et cette semaine bleue, justement, 2020, a pour thème, a pour objet le domicile. D'accord. Et là, nous allons axer, justement, et je sais que vous me poserez la question, parce qu'en fait, c'est cela, la semaine bleue, nous allons axer sur le logement, nous allons axer sur l'habitat, et c'est pourquoi donc nous avons pour partenaire Action Logement, qui propose un certain nombre de mesures qui viennent aider ces personnes à rénover, en tout cas, leur salle d'eau, parce que vous savez qu'on a des incidences en rapport avec la salle d'eau. Donc, il y a des dispositifs qui vont être présentés, qui vont être expliqués dans cette visioconférence, donc qui sera diffusée sur les réseaux d'IBI Service, le partenaire du quotidien, ainsi que SOS. Ça se fera quand vendredi? Ça se fera donc vendredi après-midi et très exactement à partir de 16h. Donc, les gens vont pouvoir se connecter d'ici, d'ailleurs, il est très loin, et ça sera donc la présidente de l'Action Logement, ainsi que la directrice. Et je crois qu'on aura également un intervenant à la téléassistance et qui vont de façon pédagogique expliquer donc ces nouvelles mesures qui ont été présentées, en tout cas qui sont ouvertes en Guadeloupe déjà depuis le mois de février, mais malheureusement la Covid a tout perturbé. Donc nous, en tant qu'acteurs, nous avons décidé aussi de soutenir cette action justement qui s'adresse aux gens de 60 ans. Dont le taux d'invalidité ou du moins de dépendance est estimé entre 1 et 4, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, et les personnes âgées de 70 ans. Donc c'est quand même une aide importante pour que les salles d'eau soient transformées de salles de bain à douche à l'italienne, etc. Donc voilà. Alors un autre aspect quand même, parce que vous touchez une population qui est quelquefois fragile ou fragilisée, mais elle a besoin quand même de vivre. Est-ce que vous avez prévu... j'ai envie de poser la question comme ça, de l'animation, surtout en cette période de semaine bleue. Bon, d'accord, les prestations normales, repas, s'occuper de la personne, etc., etc. Enfin, la personne a envie autre chose, surtout en cette période covidienne où les gens sont contraints quelquefois de rester à la maison. Alors, c'est vrai que nous avons l'occasion de proposer des animations, en tout cas de nous associer, par exemple, à des événements, par exemple, tels qu'un anniversaire, tel que, je ne sais pas moi, une réjouissance familiale. Nous nous associons, nous apportons notre concours, d'accord, pas plus tard que, je crois, il y a une quinzaine de jours, donc nous avons une personne dont nous avons la charge qui a eu 103 ans, donc nous avons apporté un bouquet de fleurs, voilà, nous nous sommes manifestés d'une manière ou d'une autre. Après, il faut dire que nous ne pouvons pas tout faire, d'accord.
et les parents, la société, les associations, les partenaires tels que le CCAS, tels que les villes et d'autres acteurs qui gravitent autour donc, de ces personnes doivent justement aller vers une collaboration intelligente, d'accord, où chacun ensemble peut faire des choses dans le quartier, au plus près de là où les gens habitent pour que, par exemple, les jeunes, donc ça me ramène un peu à la manifestation de l'année dernière. Des jeunes sont venus se mêler à des gens un peu plus avancés en âge pour marcher ensemble. Donc du coup, ce sont des gens qui pourraient se retrouver et bien, à l'occasion d'une plantation d'arbres fruitiers. D'accord. Ce sont des actes. Nous proposons également de l'initiation à l'informatique. Bon, ça concerne un certain public et pas tous. Et c'est très important parce qu'on est dans un monde de plus en plus dématérialisé. En tout cas, nous avons des gens de certain âge qui ne sont pas très dépendant, parce que quand on est déjà très dépendant, il est difficile. Mais nous faisons des choses et nous voulons améliorer. Et en tout cas, nous lançons un appel à ce que des animations puissent se faire aux côtés et en lien avec ces personnes. Donc, quand j'ai posé la question tout à l'heure, je ne vais pas préciser, mais il y a un profil type du bénéficiaire, de la personne à qui vous vous adressez. Comment ça? Quels sont les paramètres au moins? Oui, alors, les paramètres sont les suivants. Nous avons des gens qui sont entourés, d'accord, donc qui ont encore leurs enfants à leur côté, qui sont dans un cadre... Qui sont à domicile, qui sont toujours à domicile, d'accord. Nous, on intervient au domicile. Notre cadre d'intervention, c'est le domicile. Donc, mais je dis, quand vous dites à domicile, c'est en relation avec la famille. C'est en relation. C'est pas la structure du type du conseil général qui a des maisons d'accueil. Non, du tout. C'est à distinguer. Donc, nous sommes un établissement, d'accord. Nous avons un personnel, nous avons donc des collaborateurs, des salariés. Nous avons par exemple une responsable de secteur, nous avons par exemple, quelqu'un qui a le profil d'assistante sociale, d'accord. Nous avons ensuite des opérateurs, on va dire, du quotidien, d'accord, qui répondent selon leur profil aussi, parce qu'on regarde au profil des salariés pour que certaines personnes qui ont des difficultés, d'un point de vue, on va dire, adaptation, d'accord. Donc on regarde à tout cela, on regarde l'ensemble des critères, une femme, un homme, d'accord, si la personne, est déjà a des problèmes d'ordre psychologique, d'accord, on mettra plutôt quelqu'un qui a dans le dispositif, en tout cas du point de vue de la projection du salarié, qui a cette formation, et donc qui pourra être à l'écoute, donc c'est vraiment un travail sur mesure. C'est une démarche personnalisée, d'accord. Donc, il faut dire, si je devais vous répondre, il y a tout type de personnes, d'accord. Des gens qui sont en famille, d'accord, dont les enfants continuent à venir le week-end et quand ils peuvent en semaine, d'accord, mais qui, pour des raisons professionnelles, ne peuvent pas, justement, par exemple, être là tous les jours et qui font appel à nous. On a aussi des gens par exemple, du Canada, de la France et parfois de plus loin, d'accord. Donc pour le coup qui sont à l'étranger, et ces personnes se retrouvent seules chez elles ou en couple, donc là il faut qu'on intervienne. Vous intervenez comme ça même à des gens qui sont hors de Guadeloupe? Ah oui, on intervient pour les enfants qui sont hors de Guadeloupe et qui font appel à nous, parce que nous avons des sites internet, nous avons un numéro de téléphone, donc les gens nous appellent. On écoute, puis ensuite on fait une intervention, ou du moins on va sur place, on fait une évaluation, ensuite on leur fait un rapport de ce qu'on avons perçu, et enfin on va faire un certain nombre de recommandations, donc à savoir dans quelle direction en tant que professionnel nous les dirigeons. Oui. Donc, une dernière chose quand même, c'est vrai que c'est un vrai travail aujourd'hui que vous avez initié avec tous ces services. Est-ce que, du point de vue je vous pose la question de la rentabilité quand même de l'entreprise, ça va? Oui, alors c'est une question toujours pertinente. Nous avons des salariés et donc nous avons des obligations et nous devons, en tant qu'employeur, en tant qu'animateur, on va appeler ça comme ça, dirigeant, d'accord, en collaboration donc avec nos salariés, honorer leur salaire, honorer leur cotisation sociale, leur assurer justement, une paie décente, d'accord. Et donc, c'est une activité quand même qui doit viser un équilibre. Je ne dirais pas que c'est une activité qui assure
une aisance financière. Ce n'est pas vrai, d'accord, puisque malheureusement, c'est un constat que nous faisons. Du point de vue de l'APA, bon, c'est relativement peu, ou du moins de la rentabilité, qu'on doit payer toutes les charges. Les marges sont très petites, d'accord. Okay, donc il faut quand même veiller à l'équilibre. Il faut s'assurer que, que le personnel soit en bonne forme psychologiquement, parce qu'il y a beaucoup de choses à encaisser, d'accord, beaucoup de choses à encaisser. Il faut que le personnel se sente respecté et honoré justement par la réalisation de ces actes-là, sans lesquels, beaucoup de nos aînés et beaucoup de nos papis et nos mamies ne vivraient pas ou vivraient très très mal. Alors, David, donc, on va se quitter, mais alors, si je comprends bien, le temps fort de cette semaine bleue, ce sera ce webinaire de vendredi. C'est le temps fort de cette semaine bleue, ce sera donc ce vendredi, j'allais dire encore vendredi à 16h, donc sur le site internet, ou du moins la page Facebook d'IBI Service. D'accord. Et là, donc une visioconférence sera retransmise et vous aurez donc un certain nombre de personnes, notamment la présidente de Action Logement ainsi que la directrice et éventuellement un invité qui viendra nous parler de la téléassistance. Bien, je vous remercie. Et les gens pourront réagir, les gens pourront poser des questions direct, et nous répondrons si possible. Et si ce n'est pas possible, nous répondrons par la suite. Merci David. Moi qui tiens David pour prendre note, c'est David Drumeau, lui qui sur la parution du beau kit dans un magazine new-yorkais. Et David Drumeau, on le connaît, c'était la Casa, et puis il s'est lancé dans ce qu'il appelle le beau kit de luxe. Et une journaliste américaine est passée, il goûtait un beau kit, il trouvait ça bon. Et donc, résultat des courses, il y a eu un article paru, une interview de Stanley Manico, on regarde. Grâce au beau kit, on a réussi à avoir 4 pages de parution dans un magazine quand même à portée nationale aux États-Unis, qui est un gros magazine. Donc voilà, c'est une fierté pour moi, dans un premier temps, c'est vrai, je ne vais pas m'en cacher, mais c'est surtout une fierté pour la culture guadeloupéenne et les arts culinaires guadeloupéens et antillais en général. Il ne faut pas oublier que le tacos, c'est un peu la même chose. Je veux dire, voilà, donc chaque région, chaque pays a ses spécificités. Et c'était juste à nous de les mettre en avant parce qu'on a beaucoup de choses, beaucoup de trésors de notre gastronomie qui sont enfouis, qui ne sont pas mis en valeur et qui ne demandent qu'à être mis en avant pour rayonner à travers le monde entier. Il ne faut plus qu'on ait de complexe par rapport à ça. Il n'y a pas de raison que les tacos inondent le monde entier et que le beau kit demain ne soit pas partout dans le monde entier. C'est une spécialité culinaire de la Caraïbe en plus, donc ce n'est pas simplement la Guadeloupe. Je pense que ça rayonne au-delà de la Guadeloupe, c'est vraiment caraïbéen. Donc pour moi aujourd'hui, c'est une fierté d'avoir mené une si jeune enseigne comme Beau Kit de luxe à rayonner aux États-Unis sur un marché. Depuis, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont maintenu la tradition du Beau Kit chez elles, dans les voitures. C'est grâce à elles aussi que je suis là. David Drumeau n'a pas inventé le Beau Kit, je me suis juste permis de le réagencer, de le réinventer un peu. Mais aujourd'hui, je tiens vraiment à remercier tous les cuisiniers, toutes les personnes qui chez elles le samedi faisaient des beaux kits et ont fait perdurer cette tradition du beau kit. Aujourd'hui, c'est important de mettre en avant notre culture et aussi de mettre en lumière les gens qui dans leur coin tiennent cette tradition. Et aujourd'hui, s'il y a beau kit de luxe, c'est parce qu'il y a eu des voitures, des vendeuses. Donc aujourd'hui, je profite de l'antenne de Canal 10 pour remercier toutes ces personnes inconnues qui ont œuvré pour le beau kit depuis 30-40 ans. Colette Chico, qui elle fait des beaux kits, mais avec du fruit à pain. Voilà, c'est l'heure de la première pause. Il est déjà 12h54. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du ZCL News. Restez avec nous. Quand on ne dit pas dimanche. Voilà, il est exactement 13h dans le ZCL News. On va recevoir, je vous l'ai dit, Madame Ketty Bernos Angélique. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sandronis, Bernos Angélique, c'est bien ça. Mais bien ça, sous-directrice de l'autonomie, conseil départemental. Et notre chroniqueuse du mercredi, l'école entend. Bonjour, Josie. Bien bonjour, Danick. Bien bonjour, pays là. Bien pays là. Bon. Et on aura Madame Valérie Boulogne, qui est psychologue territoriale, direction des personnes âgées et handicapées au conseil départemental. Alors, la question qui se pose en pleine semaine bleue, c'est le problème du signalement de la maltraitance. Alors, ça veut dire que les gens maltraitent les personnes âgées, c'est ça? Eh bien, Monsieur Sandronis, oui. Les personnes âgées se retrouvent parfois en situation de maltraitance. Bon, c'est pas un fléau, c'est pas, mais n'empêche que ça existe et même un cas, 2 cas, 3 cas ne devraient pas exister. Oui. Donc, c'est des situations autour desquelles nous intervenons
en urgence, Oui. parce qu'une maltraitance à personne vulnérable, puisque la personne âgée est vulnérable de par son âge, la personne handicapée est vulnérable par son handicap. Donc le rôle du conseil départemental, c'est d'intervenir auprès des publics fragilisés, et la personne âgée fait partie du public Mais vous fragilisé. intervenez auprès du maltraiteur ou bien de maltraité? Alors, en priorité, nous intervenons auprès de la personne maltraitée, Oui. et nous dénonçons, quand nous avons les coordonnées et les éléments précis, nous dénonçons l'auteur Oui. de la maltraitance. Quand vous dites dénoncer, c'est juste une petite parole ou bien ça va Ah non, au-delà? ça va jusqu'à la justice, ça va Jusqu'à la jusqu'au justice, quand même. procureur. Oui. Et d'autant que souvent, la maltraitance, elle est à domicile, Oui. et que les auteurs de maltraitance sont souvent dans l'environnement familial. Donc ça Carrément. peut être un fils, un frère, un voisin, Oui. un intervenant, un professionnel qui va utiliser par exemple la carte bleue, parce que la maltraitance, elle a différentes formes. Multiforme. Elle a Pas seulement multiforme, physique, ça peut être, pas seulement physique. Alors la physique, la maltraitance physique, c'est la plus visible, comme Oui. son nom l'indique. Si ce sont des coups, de l'enfermement, Oui. ça peut être la violence verbale. de la violence verbale, ce qu'on appelle la maltraitance psychologique. Oui. Mais ça peut être, et surtout la plus fréquente, c'est la maltraitance financière. Donc ce qu'on appelle la spoliation, ça veut dire que la personne va être victime d'abus. Oui. Et les abuseurs, ce sont ceux-là à qui on fait confiance, à qui on va confier la carte bleue, puisque la personne âgée ne peut plus aller à la banque, elle ne peut plus aller faire ses courses, donc elle va demander à un voisin, il fait une petite commission ban moins, ou bien l'infirmier, Aussi, c'est vrai. mais sans vouloir stigmatiser aucun professionnel, mais je veux dire n'importe qui peut se retrouver dans une situation et qu'au fur et à mesure, par répétition de l'acte, va se retrouver dans un effet de maltraitance, et bien souvent sans le savoir. C'est de l'abus de confiance. Oui. C'est de l'abus de confiance, c'est exactement. Donc ça, on a pris l'exemple de la maltraitance financière, mais plus grave, ça va être la maltraitance physique. On peut retrouver des personnes âgées enfermées, sans soins, Isolé. isolées. Et lors du Covid, on s'est rendu compte que l'isolement avait augmenté, puisque la famille ne pouvait pas se présenter régulièrement chez les parents. Donc plus on est isolé, plus on est en précarité, plus on est en perte d'autonomie, plus on est soumis aux autres. Et donc à ce moment-là, on peut être victime de maltraitance, soit par méconnaissance, parce que peut-être que la personne ne sait pas qu'elle maltraite, parce qu'elle va faire des gestes, surtout on ne sait pas la grande nuance entre la stimulation. On va dire, mais mangez, maman, mais faut manger, puis on va forcer le geste jusqu'à peut-être la blesser dans la bouche. Et on peut voir arriver des personnes en centre hospitalier avec des blessures à l'intérieur de la bouche, des blessures au bras, parce qu'on les aura bousculées trop fort, on les aura... Donc des fois, on ne sait pas faire. Oui. Et des fois, on fait exprès. Et là, c'est Exprès? plus grave, oui. On peut faire exprès quand on enferme. On fait exprès. Oui, bien sûr. Alors des fois, il faut vérifier pourquoi on enferme. Des fois, si c'est une personne âgée qui est victime d'Alzheimer, l'aidant, il va nous dire « mais je l'ai enfermée parce qu'elle fugue ». Mais l'enfermer tout le temps sans jamais chercher d'aide, ça finit par être de la maltraitance. Donc si on a des difficultés à garder quelqu'un en sécurité, il faut appeler à l'aide. Et nous, on est là pour ça. On est là pour accompagner les aidants qui parfois sont épuisés. Donc on fait très attention parce que quand les personnes elles sont fatiguées, elles ont des gestes brusques et des gestes inadaptés. Donc la maltraitance, elle est multiforme. Voilà. Parce que quelquefois aussi, les aidants sont fatigués, mais est-ce qu'on peut les remplacer quand ils sont épuisés? Parce qu'ils sont épuisés, ces aidants. Alors, les aidants sont épuisés. Cette question-là, elle relève tout à fait de la compétence de Madame Boulogne. Elle saura vous expliquer exactement l'épuisement des aidants. Oui. Et elle vous dira comment on peut passer d'un état d'anxiété, puisque l'aidant, il veut faire, et puis brutalement, il fait trop parce qu'il est fatigué, il n'a pas de relais. Oui. Et la culpabilité de l'aidant à passer le relais, donc elle saura vous dire plus en amont l'épuisement de l'aidant. Tout de suite, Valérie Boulogne, bonjour.
Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Valérie. Bonjour à toute la Guadeloupe. Bonjour Mme Bernos. Madame Bernos, là, elle a déjà fait un petit peu débroussailler le terrain et je vais vous poser une question un petit peu plus, disons, plus complexe. C'est le problème de l'aidant qui est épuisé. Comment, en tant que psy, vous arrivez à rétablir, on peut dire, l'équilibre? Alors, effectivement, la première façon de faire rétablir l'équilibre, c'est de valider le fait, de reconnaître leur épuisement. Oui. Et de reconnaître qu'ils font tout ce qu'ils peuvent faire en fonction de leurs moyens avec leurs parents. Ensuite, nous essayons de comprendre la relation qu'il a tissée avec son parent. Est-ce qu'il est dans une relation fusionnelle ou est-ce qu'il est, on va dire, dans une relation toxique? Et après, en tant que psychologue du conseil départemental, je dois m'assurer que les gens est informés des aides que propose la directrice des personnes âgées et personnes autonomie pour l'aider à accompagner son proche dans sa perte d'autonomie. Et cet accueil et cette écoute va faire qu'on va déjà essayer de faire en sorte qu'il accepte le fait qu'il soit aidant. Parce que des parents, donc quand on vous dit que vous êtes proche aidant, puisque le statut de l'aidant a été créé et a été identifié, d'autant plus par la CNSP que la différence entre le proche aidant et le proche aidant est indispensable. Donc il y a un statut qui a été créé. Il faut déjà que l'aidant valide, le proche aidant valide qu'il est proche aidant. Oui. Que c'est un travail difficile parce qu'il est pris entre son devoir en tant qu'enfant et son devoir en tant qu'époux, en tant qu'épouse et en tant que professionnel, parce qu'il doit également assurer sur le terrain et il doit concilier tout cela. Donc nous, ce que nous faisons également, nous disons de ne pas être seul, de ne pas rester seul et de se tourner vers les organismes référents tels que vous, conseil départemental, pour déjà essayer de formuler les aides dont ils ont besoin. Et je les oriente également vers l'assistance sociale. Parce que moi, ce que je peux constater, c'est que moi, ce que je peux leur apporter, c'est le soutien, l'écoute, et on va se rendre compte qu'à un certain moment de l'accompagnement psychologique, on se rend compte que la première phase de soulagement de l'épuisement et de sa souffrance, parce qu'il y a un sentiment d'impuissance qui se présente. On n'arrive pas à soulager la douleur du parent. Le parent se plaint beaucoup de douleur, mais on n'arrive pas à identifier, personne n'arrive à identifier et tout le monde pense que c'est dû à l'âge, mais la souffrance elle est réelle. Ce qui se passe, c'est que nous, à mon niveau, je les oriente vers l'assistance sociale qui va leur parler des aides légales et extra-légales du conseil départemental et à la mise en place, quand cette aide en général, quand cette aide est mise en place, c'est le premier palier du soulagement. Mais Madame Boulogne, je note dans un document qui nous a été transmis qu'il y a eu 129 personnes accompagnées l'année dernière. Au niveau, à quel niveau? Au niveau du signalement pour l'année par la cellule de maltraitance. Alors, la cellule pour la question des signalements, je vais laisser à Mme Bernos le soin de vous répondre, puisque c'est elle qui est responsable de cette cellule. Alors, avant qu'elle ne réponde, je voulais vous poser une seconde question. Est-ce qu'en tant que psy, vous vous déplacez, vous allez voir les personnes en situation de maltraitance ou vous vous contentez des rapports de l'assistance sociale? Alors, nous, la procédure que nous avons établie nous avons commencé avec, quand j'ai commencé à travailler avec le pôle social, parce que je travaille en étroite collaboration avec le pôle social de la direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Une première, ce que nous avons pu constater sur le terrain, c'est que la présence du psychologue est un frein à la parole. Donc, est un frein à la parole parce que quand on va parler, Mme Bernos va parler de maltraitance psychologique, on dit souvent, il peut être dit à la personne qu'elle est folle ou qu'elle va passer pour une folle ou qu'on va la mettre en hôpital psychiatrique. Donc quand moi je me présente, oui bonjour, je suis Mme Boulogne, psychologue, là, la personne se tait. Silence radio, oui. Donc, je laisse la porte ouverte. Nous avons décidé dans la procédure que l'assistance sociale va faire une évaluation du terrain, va faire d'abord une évaluation de la situation pour déterminer est-ce que c'est une situation de maltraitance avérée
ou est-ce que c'est une méconnaissance de l'aidant ou c'est l'épuisement de l'aidant qui va faire que l'accompagnement n'est pas optimum. Oui. À partir de là, si c'est une situation de maltraitance avérée, la procédure suit son cours. Après, il est demandé à la personne si elle veut voir le psychologue. Sinon, si elle est orientée vers un placement hors de son domicile, il y a des lieux comme les EHPAD où la personne peut être accompagnée d'un psychologue. Si c'est une question d'épuisement de l'aide à l'accompagnement, on demande toujours l'autorisation à la personne qui veut parler à la psychologue. Et là, la personne, elle est toujours dans le besoin. Elle est toujours favorable à cet accompagnement. Même la question du binôme, elle est toujours posée. Nous ne partons pas du principe qu'il y a maltraitance point trait. L'évaluation se fait et là, si la personne a besoin de parler à la psychologue, je suis disponible. Mais je me déplace, je suis mobile, je vais à domicile, mais pas quand même, dans les situations de maltraitance. Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Je suis mobile sur la Guadeloupe. Nous parlons de situations de personnes âgées vulnérables qui n'ont pas forcément de moyens de transport ou des personnes pour des années. Donc je vais vers la personne. Donc à sa demande, toujours. Et en général, la personne qui fait l'intermédiaire, c'est soit le parent privé, et soit l'assistante sociale. Et cette collaboration, jusqu'à nouvel ordre, très bien fonctionné, parce que les collègues d'assistance sociale ont des très bonnes, ce sont des experts dans leur domaine, qui leur permettent d'évaluer au plus juste de la situation de ce qu'elles voient, quelle est la situation réelle de la famille, parce que quand on parle de la personne âgée, on parle également de tout le monde qui soit actif par exemple. Bien. Donc de la situation actuelle de la relation familiale. Bien. Merci Madame Boulogne. Je me tourne vers Madame Bernos. Je posais la question sur le nombre de signalements de cette année, 129. En 2019, 129 signalements. Contre 132 pour l'année 2018. Ça fait quand même beaucoup, ça. Ça fait beaucoup. Oui, même trop. Alors, ça fait beaucoup trop. Alors, c'est vrai que ce sont des signalements qui n'ont pas forcément abouti sur 129 situations de maltraitance. Oui. Comme l'a expliqué Madame Boulogne, on a une obligation d'intervention, une obligation d'évaluation, et ensuite il y a les maltraitances avérées, qui à ce moment-là nécessitent la saisine de la justice. Et il y a les signalements où il y a besoin d'un accompagnement, comme l'a expliqué Mme Boulogne. Ça veut dire juste rétablir un peu l'équilibre entre les différentes parties, et notamment entre les enfants. Et souvent, c'est des conflits familiaux. Hein. Quand on a parlé de l'aidant, souvent l'aidant n'est pas soulagé par ses autres frères et sœurs. Donc les collègues psychologues et assistantes sociales interviennent beaucoup déjà pour faire de la médiation. Donc, qui dit signalement maltraitance ne dit pas forcément maltraitance, mais un risque et déjà un début de dysfonctionnement. Et la maltraitance avérée, ça vaut la saisine du procureur. À ce moment-là, on va lui demander de prendre une mesure de protection et de faire cesser cette situation, soit en éloignant l'auteur de ces actes de malveillance, soit en éloignant la personne âgée elle-même. Alors, comme on est en période, en semaine bleue, on parle de la maltraitance, mais il y a peut-être des choses plus agréables quand même dans la semaine bleue. Eh bien, il y a des choses plus agréables, comme la bientraitance, c'est-à-dire remettre en valeur les personnes âgées, parler positif, faire le bien traiter les personnes. C'est aussi ça l'envers de la maltraitance. Pour la semaine bleue, à cause du Covid, on a choisi un dispositif en distanciel. Donc on a fait beaucoup d'interventions en radio, en téléviseur. Et dimanche, nous avons une émission dansante. Oui, une émission dansante. Hein. À la télévision, qui sera en partie réservée aux musiques d'antan. Et avec des interventions de personnes âgées en temps longtemps. Et donc, 5 rythmes seront proposés et les personnes âgées pourront intervenir. Il y aura également un film qui s'appelle Bal Nègre, qui sera diffusé dans les EHPAD et diffusé sur Internet avec l'intervention de Winnie Kaona.
à disposition des clubs et des personnes âgées. Donc, tout un programme. On a innové. Oui, apparemment, vous avez tenu compte du Covid. Oui. Qui nous a empêchés d'être 1000 comme d'habitude au même endroit. Oui. Mais on sera 1000 devant nos téléviseurs à nous connecter en même temps. Donc rendez-vous dimanche 18h pour le grand bal. Oui, annoncé et confirmé. Bien écoutez, Madame Bernos, je vous remercie d'être venue nous dire tout ça. Tout un plaisir. On remercie Madame Valérie Boulogne pour son intervention téléphonique et les précisions qu'elle a apportées. Et puisqu'on parlait de temps longtemps, on va faire un petit saut vers l'école en temps longtemps. Et là, on salue José. Bonjour, José. Bonjour. Bien bonjour. Alors, juste pour rappel, c'est la troisième partie de cette chronique, l'école en temps longtemps. Dans un premier temps, on avait vu la préparation du corps cognitif et physique, donc les révisions, le rafraîchissement et la purge, M. Zandronis, et la préparation émotionnelle et spirituelle par les bains de fleurs, les parfums. Et aujourd'hui, on va s'attacher précisément à l'aspect fonctionnel, le matériel, le mobilier de cette école en temps longtemps. Alors, l'école en temps longtemps, quel mobilier on utilisait? Alors, un mobilier qui vraiment représente l'école en temps longtemps, c'est le pupitre. Le pupitre d'élève, la table en bois avec la chaise, avec le banc chaise collé d'une seule pièce. Voilà, on voit l'image. Donc, le pupitre... C'est ce qu'il y avait dans toutes les écoles? Pratiquement dans toutes les écoles. Vous avez connu ça, Madame Bernos? J'étais trop jeune, moi. Ah, mais si j'ai connu ça. Je pose la question. J'exagère. Mais non, je pose la question. Bon, d'accord. J'ai connu ça, c'était peut-être pas en bois, il y avait déjà du métal, mais j'ai connu ce mobilier pupitre avec l'encrier. L'encrier, et nous avions la plume. La plume. Alors, le pupitre, ce pupitre, la plume. Ce pupitre, sergent-major. Et il fallait que la plume, quand vous appuyez dessus, elle faisait des gros traits ou des petits Alors, traits. Kétine, ne défore pas trop mon sujet. Mais moi, mais j'attends, tu m'as dit, est-ce que j'ai connu, t'as voulu... Alors, ce pupitre, il est, à l'époque, on l'a connu en tout cas en Guadeloupe, c'était le pupitre de 2. Il faut connaître que ce pupitre, il a existé parfois de 4. Mais oui, malheureusement. De 4 Oui, 4 enfants, voilà. Heureusement, il n'y a pas de Covid à l'époque. Non. Mais quand même, à l'époque, déjà, les médecins se sont insurgés contre ce pupitre de 4 qui n'allait pas vraiment pour la bonne santé physique et corporelle des élèves. Donc, l'encrier en porcelaine blanche, toujours placé à droite de la table. Oui, on donc, voit l'encrier là. Voilà, l'encrier, voilà. Donc, encrier amovible. Alors, toujours placé à droite. Hein. Bonjour, les gauchers. Alors, le gaucher, il était comment? Ah ben, le gaucher, il salissait. Il salissait partout. Eh ben oui. Je peux vous et les punitions. Ah, vous êtes gauchère? Je suis. Elle est gauchère. Donc, elle sait de quoi elle parle. Elle salissait. Je salissais et je rendais toujours des feuilles avec puisque tout, ça tout se collait sur la main. Mais il n'y avait pas de... Mais non, ça n'existait pas encore. En tout cas, certains enseignants s'attachaient à ce qu'on écrive à la plume, parce que j'ai connu l'époque où il y avait les deux scripteurs qui étaient en concurrence. Il y avait porte-plume. Alors, s'il y avait plume, il y avait porte-plume, forcément. Oui. Et ce porte-plume, c'était pour les jeunes de toutes les couleurs, mais c'était tout simplement un bâton fixe où on accrochait la plume. Alors, j'ai eu quelques racontages d'anciens qui me disaient qu'eux, ils avaient connu la plume avec la plume de coq ou de poule. Ah bon? Donc, voilà. La plume de... La plume, tout simplement, le bout pointu. Du volatile. Du volatile. Oui. Alors, qu'on trempait dans l'encre. Et ça écrivait. Et voilà, c'était juste une petite pointe qui écrivait. Donc, je vous laisse imaginer les efforts de calligraphie qu'il fallait faire pour arriver. Alors, les pleins et déliés, ça faisait partie d'un exercice calligraphique, un exercice d'exercice graphique. Oui. Parce que le plein et le délié se faisaient différemment selon la position et l'orientation de la plume. Ah bon? Alors, à l'époque, je n'avais rien compris du tout. C'est parce que j'ai pris plus tard des cours de calligraphie. D'accord. Alors, le matériel pour le reproduction. On avait aussi ce bureau posé sur l'estrade.
Oui. Et oui, Bureau de qui? le bureau du maître, Du maître. Du maître. qui n'était pas posé au même niveau que celui des élèves. Jusqu'à maintenant. Mais non, non. On est au même niveau que les élèves. Mais ce bureau était surélevé Pourquoi? sur une estrade. Mais le côté magistral, le cours magistral. Le maître, Alors, le maître. imaginez-vous la distance qu'on pouvait avoir entre l'enseignant et les élèves. Et j'imagine très bien que ça ne devait pas être chose facile d'être élève dans ce temps-là. Mais même si, Josie, tu ne le dis pas, mais à l'époque, les élèves étaient punis avec des coups de bâton et des choses comme ça. Ah bon, coups de- je des ne coups le de dirai règle, pas. je crois. Je ne le dirai pas. Ah, on dirait Alors, pas. Bon. si on veut... C'était de la maltraitance déjà. C'était de la maltraitance. Oui, c'était de la maltraitance. Ah oui, c'était de la maltraitance. Oui. Parce que Voilà. voilà. Sur les phalanges. Mais le décret sur les châtiments corporels était déjà sorti, malheureusement. Oui, et Ce quand que- même, ça continuait. C'est-à-dire que non seulement ça continuait, mais on avait l'impression que on était dans la normalité. Parce que Oui, j'ai ça entendu faisait parler partie. d'une punition, on mettait l'élève à genoux avec 2 pierres. Alors, je devait- ne vais pas parler de punition. Oui, Je veux enfin, tout bon. simplement parler de ce mobilier. Oui, d'accord. Et j'invite notre public, ceux qui nous écoutent et qui nous voient, Oui. à aller à ce charmant musée de la vie d'antan à Petit Canal, D'accord. où il y a une formidable exposition sur l'école en temps. Ils ont carrément restitué une classe de cette époque. Donc, les photos ne rentrent pas forcément, mais c'est intéressant d'aller Et Monsieur Boutin? voir cette ambiance. Donc, avec le Covid, on ne peut pas aller comme on veut, juste réserver, mais ça vaut vraiment le détour d'aller voir cette magnifique exposition au Petit Musée de la vie d'antan. Pour le matériel. Alors, le matériel, j'ai encore un petit peu de temps, Oui, bien, oui, je oui, n'aime pas cavaler. tu as un peu de temps encore, Voilà. encore 2 minutes. Alors, merci pour le temps. Oui. Alors, on a le matériel d'enseignement collectif, c'est-à-dire que le matériel qu'on allait utiliser pour les besoins de la classe. Oui. Donc, les moyens de reprographie étaient rares à l'époque. Donc, on écrivait à la main sur le carbone. Alors, là, c'est la machine à alcool. Oui. Donc, le maître écrivait sur un carbone spécial qu'on allait poser sur le tambour. Et à l'aide d'une manivelle et de l'alcool, on repographiait les documents des élèves. Donc, je vous laisse deviner la qualité. Oui. Mais il faut dire que les enseignants de l'époque dépensaient des trésors d'imagination pour pouvoir arriver à cette reproduction. Parce qu'il n'y avait pas de photocopieur. Mais non, ni suffisamment de livres. Donc, pour arriver à produire et à donner à leurs élèves des supports pour pouvoir mettre en place des apprentissages. Et cette petite machine sentait l'alcool et souvent elle était dans un local technique et il y avait une dame, je pense à Madame Germanie, qui était la responsable de cette machine et qui nous donnait des feuilles qui sentaient l'alcool. Et c'était pas de sa faute. C'était pas de sa faute, mais c'était fort désagréable, je m'en souviens encore. Donc, il y avait la copie au tableau, le maître écrivait au tableau, ce qui nous semble... Ça se fait toujours quand même. Presque pas. Parce Les que- maîtres n'écrivent plus au tableau. mais avec les tableaux numériques, Ah oui, bien sûr. mais non, on projette carrément son exercice, enfin, des exercices interactifs, on est loin de ça. Oui. Donc, le maître écrivait au tableau. Donc, le maître arrivait souvent avant le début de la classe, il écrivait au tableau et les élèves recopiaient la leçon. Donc, D'accord. on est bien loin de tout ça. Oui. Et juste, je voudrais parler du tampon en caoutchouc, Oui. un tampon qui composait. Donc, il y avait souvent... Il servait à quoi le tampon le encore? tampon, il reproduisait, par exemple, une carte de géographie, une table de multiplication. Alors, les maîtres n'aimaient pas trop ce support parce que même s'ils laissaient la trace, ils ne permettaient pas la modification. Et ils ne pouvaient pas avoir cette largesse pédagogique. Donc, le tampon en caoutchouc, on l'a surtout gardé pour les frises décoratives avec des fruits, des fleurs qui décoraient notre cahier en fin de journée et qu'on prenait grand soin de colorier. D'accord. Donc, ça se fait encore, Ça se fait toujours le tampon? mais à d'autres fins, plus dans le cadre de loisirs créatifs, dans le cadre privé. Et puis, comme il n'y avait pas beaucoup de livres, on avait aussi les grands panneaux cartonnés qu'on accrochait avec des œillets sur le mur qui représentaient les cartes de géographie, les frises historiques, les grandes batailles de France, n'est-ce pas? Et donc, sur le mur. Et le matériel individuel de l'élève, j'irai vite. Oui. Pour écrire, on avait l'ardoise, avec ce fameux procédé Lamartinière. Là? Le procédé Lamartinière, C'est quoi? c'est un procédé pour
vérifier, le maître vérifiait rapidement que l'élève avait bien écrit la réponse sur le tableau, la plume et l'encrier, Oui. hein, d'accord. Et puis pour compter, on avait les bûchettes, mais dans les écoles de campagne, on ramassait tout ce qui était exploitable autour de soi pour compter. Donc les galets, les petits galets, les graines d'haricots, les graines, les capsules. Et ça faisait de très jolies collections. J'en ai des souvenirs émus de ces collections de galets, de petites choses, de graines. Il y avait une petite graine rouge que j'aimais particulièrement. Donc voilà. Donc c'est un petit peu l'ambiance et les souvenirs de l'école en temps longtemps. Et puis puisqu'on écrivait à l'encre, il fallait ce fameux buvard. Oui. Ce buvard qui allait servir à ne pas faire trop de pâté. Voilà. Et déjà à l'époque, ce buvard, il servait de support publicitaire. Alors, et oui, il servait de support publicitaire. Les buvards que je préférais, c'était les buvards roses. Bien, on va retenir tout ça. Donc, l'école en temps longtemps avec Josie. Et surtout, n'oubliez pas cette magnifique exposition au musée de la vie d'antan. À Petit Canal. À Petit Canal. Bien. Merci pour ce petit retour du temps longtemps au niveau de l'école. On a appris beaucoup de choses. C'est l'heure déjà de la deuxième pause publicitaire. Puis il est déjà 13h28. On a pris 3 minutes de retard. Mais nous croyons quand même. C'est parti. Voilà, il est de retour sur le plateau du ZCL News. Il est 13h35. Merci d'être avec nous. Et nous sommes dans la dernière partie. On va parler du journal. Et puis, on va bien sûr recevoir dans un instant Martine Fazer. Je voulais, avant, vous présenter quelques ouvrages que je viens de recevoir. La musique classique de l'Inde de Roger Lurel, enseignant et maître de Narendra Batajo. Alors, Roger Lurel, c'est quelqu'un qui joue de la sitar. On va le recevoir la semaine prochaine. Autre ouvrage qui est intéressant, Conditionné pour réussir, Chip, c'est de Nina Guibo. On aura l'occasion de la recevoir aussi, c'est l'épisode 1. C'est un ouvrage qui est sorti aux éditions Nestor. Et autre ouvrage intéressant, celui de Jean-Paul Bertin-Paul. Il veut se présenter aux élections haïtiennes. Ça s'appelle Haïti et ses vieux démons. Lui aussi, il aura l'occasion de venir ici parler de cet ouvrage. Et bien sûr, l'ouvrage du Conseil général qui s'appelle Trésor du patrimoine départemental. On aura l'occasion d'en reparler. Mais pour l'heure, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'est Sonia Taille-Pierre qui annonce une campagne inter-île pour relancer le tourisme. Alors, vous savez que le tourisme est vraiment, comment on dit, il y a un deal là, parce qu'il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de touristes arrivant. Pendant la période covidienne et pendant les vacances, on a essayé de lancer le tourisme entre Guadeloupe et Martinique. Ça a plus ou moins fonctionné. Et Sonia Taille-Pierre, qui est devenue présidente du conseil du CTIG, puisque vous savez que Richard a démissionné de ce CTIG, alors qu'auparavant, il battait trop d'accord que Sonia était là. Mais enfin, bon, bref, c'est la petite politique. Et donc, Sonia nous annonce cette campagne inter-île pour lancer le tourisme. On regarde le reportage de Michel Depape. Depuis la Covid, on peut dire que c'est un département de la Guadeloupe a très été touché. D'autant plus aujourd'hui, nous sommes en liste rouge, nous sommes en zone rouge. Et c'est vrai que nous avons beaucoup souffert de cela, et notamment les socioprofessionnels, notamment les restaurants. Vous avez entendu encore aujourd'hui, ils ont arrêté l'ouverture des restaurants. Je pense que ça va changer d'ici demain. Mais c'est vraiment, la Guadeloupe a fortement été touchée par cette pandémie. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas attendu que les choses aillent mieux. Nous avons pris de l'avant. Donc d'ici novembre, nous allons relancer une promotion touristique, c'est-à-dire sur toutes les chaînes télévisées, notamment sur les chaînes télévisées aussi qui parlent de tout ce qui est voyage. Nous allons aussi, dans le digital aussi, pour faire une promotion sur le digital, faire une promotion sur les réseaux sociaux pour que dès que les choses seront reprises, que nous soyons vraiment au pied d'appel pour pouvoir démarrer cette saison touristique. Alors, je ne sais pas votre question si elle dépend par rapport à la pandémie, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les Guadeloupéens ont changé leur fonctionnement. Les Guadeloupéens voyagent beaucoup, que ce soit au niveau de la croisière, au niveau de la découverte du monde, les Guadeloupéens voyagent beaucoup. Mais aujourd'hui, avec le Covid, les Guadeloupéens ont réappris à profiter de leur île, à profiter de la Guadeloupe. Et c'est pour cette raison que le CTIG, au mois de juillet-août, nous avons fait une promotion vraiment sur le département, sur le territoire guadeloupéen et aussi sur la Martinique. Et donc, on a appris aux Guadeloupéens à redécouvrir les îles. Et ça a permis aux restaurateurs de pouvoir travailler pendant 2 mois. Dans le cadre du festival, vous savez, du festival du Ciné Star, du documentaire Camarades des Angles, réalisé, vous le savez, par Franck Salin, qu'on appelle Franquito. C'était hier soir.
Et donc, Stanley Manicor était là aussi. Et Franck Salin sera notre invité demain. On revient un petit peu sur la soirée d'hier soir. De l'avant-première du film Camarades Jean, qui retrace un peu l'histoire de l'indépendantisme ici en Guadeloupe. Combien de monde qui est mort? C'est difficile à dire. Les moines disent 86 morts, les moines qui sont mieux placés étaient ministres. À partir du moment où ça arrivait là, manger ça de toute façon tout en derrière, ou il faut moi à terre. Enfin, je suis fier de toutes les réalisations qui ont été produites ces derniers jours. La région a financé, je crois, une dizaine de courts-métrages. Nous avons beaucoup investi dans la culture, donc tout à fait normal. Surtout aujourd'hui, Camarade Jean, qui est quelqu'un que je connais depuis mon enfance, dans l'agriculture, quand on parle de lui, on peut penser à tellement de personnes, mais moi j'aimerais citer Massoso et d'autres grands agriculteurs de la Guadeloupe, d'autres grands combattants de la Guadeloupe, donc je félicite quand même le réalisateur qui a cette idée de mettre à l'honneur Louis Théodore. Et j'attends aussi un film sur Massoso aussi en Guadeloupe. Nous avons soutenu donc ce documentaire-là à hauteur donc, de 20 000 € pour la région. Et c'est tant mieux. Nous disons que c'est vraiment très important quand on sait à quel point il nous parle de notre histoire et à quel point c'est important justement que les générations d'aujourd'hui, bien sûr, mais les générations qui vont venir, eh bien, auront besoin justement de connaître cette histoire-là. J'étais encore jeune, heureusement pour moi, mais suffisamment grand quand même, pour, en tout cas lucide, éveillé, pour pouvoir comprendre ce qui se passait. Je pense qu'on a déjà certains qui ont essayé, ça a marché. Bon, vous savez, c'est que la culture coûte tellement cher, très difficile, mais je pense qu'on a les compétences en Guadeloupe. Surtout qu'aujourd'hui, la région Guadeloupe a mis tous les moyens pour que le lycée de Pointe-Noire plus former des jeunes en matière d'audiovisuel. Donc je pense qu'on a une belle génération qui arrive et qui, dans quelques temps, cette génération nous produira de très beaux films. Il faut nous réfléchir à la forme de l'État qu'elle doit être menée là pour permettre nous d'aboutir, faire aboutir par conséquent l'État à une transformation sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Camarade Jean, donc, qui était hier soir diffusé à Cinestar. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, il y a encore peut-être une possibilité. On l'a passé sur Guadeloupe Première. Et je vous l'ai dit, le réalisateur sera notre invité demain. Alors, Madame Sonia Talpierre, tout à l'heure, disait que les restaurants allaient réouvrir. Ça y est, c'est fait. Comment les Guadeloupéens accueillent cette nouvelle? Eh bien, c'est le micro-trottoir fait par Maxime Morel. Est-ce que oui ou non, nous allons manger dans ces restaurants-là? La question est posée. Dans un instant, on retrouve Martine Fazer, qui est déjà là pour sa chronique. Elle aura exactement, on va le dire, 10 minutes pour sa chronique. Voilà, c'est parti. Pas de souci. Dès qu'il y a les gestes barrières. Retourner au restaurant, oui, je pourrais, puisque je ne vois pas l'inconvénient. Je vais vous dire, je ne vais pas au restaurant, je vous dis ça franchement, je ne vais pas au restaurant. Ce n'est pas un endroit que je vais. Oui et non. Pour l'instant, j'aime pas trop les restaurants, mais enfin bref. Oui, il n'y a pas de souci. Dès qu'il y a les gestes barrières. Retourner au restaurant, oui, je pourrais, puisque je ne vois pas l'inconvénient. Je vais vous dire, je ne vais pas au restaurant, je vous dis ça franchement, je ne vais pas au restaurant. Ce n'est pas un endroit que je vais. Oui et non. Pour l'instant, j'aime pas trop les restaurants, mais enfin bref. On va tout de suite passer à la chronique culturelle du mercredi, le CSM. Bonjour Martine. Bonjour Dani. Vous irez au restaurant? Moi, j'irai au restaurant, bien sûr, parce que d'abord, c'est une sortie. Oui. On s'habille pour aller au restaurant. Oui. 2, souvent, je suis invitée par mon amoureux, donc mon mari, donc c'est une bonne chose. D'accord. 3, c'est un moment qu'on peut passer en famille. Et 4, en tout cas, ça fait vivre l'économie du pays. Et ça, c'est important aussi. C'est bien de le dire. Chronique de Martine, générique, c'est parti. Le soleil lève le matin, à dans le ciel là. Que tous les oiseaux ont guetté parce qu'ils ont content. Moi, quand j'étais comme un prière la divinité. Bonjour Martine. Bonjour Danick, je suis bien contente de te revoir. Mais moi aussi. Ou affiné, hein? Ah ben oui, ça va faire du bien. On va faire du bien à présent. Attention, voilà. pour y pas. On va dire, bon.
Alors, quoi de neuf? En tout cas, quoi de neuf? Eh bien, contente de te revoir. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs et aux fan clubs. Figure-toi qu'il prend de l'ampleur, ce fan club. Je suis de plus en plus Je n'en doute pas, vraiment. Et même de l'autre côté, où maintenant on m'appelle, ma famille, mes amis, « Ah, on t'a vu, on ne savait pas, etc. » Donc, ça devient... Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour tous ceux qui me font ce signal et qui me disent de continuer, que c'est bien, qu'ils aiment. Donc, je vous remercie infiniment. Ça, c'est important aussi. Alors, comme tu le sais, Danick, juste avant que tu fasses un petit break reposant, et c'était nécessaire, tu sais que le CSM a un tout petit peu changé. Donc, ça y est, on commence à prendre un petit peu le pli. Donc, on va commencer, comme chaque mercredi maintenant, par une revue de presse. Bien sûr, un petit éphéméride très court, parce que on a commencé le compte à rebours jusqu'au 31 décembre. Tout à fait. Plus exactement, jusqu'au moment où la mère Noël viendra te rendre visite avec sa hotte bien gardée. Donc, une revue de presse rapide avec 2 sujets aujourd'hui. Et puis, je voudrais faire un petit... Mais je vais le dire tout à l'heure, on a également un temps qui va être un temps culturel. C'était un pays, une culture. Là, aujourd'hui, c'est la surprise de plusieurs pays avec des cultures... mais vous allez découvrir ça tout à l'heure. Et puis, un agenda qui est effectivement toujours un peu court. Mais bon, on espère que cela va s'étoffer à nouveau. Alors, on commence par cette éphéméride. Puisque nous sommes le 281e jour de l'année. Il ne nous reste plus que 85 jours avant le 31 décembre. Et nous sommes dans la 4e semaine. Aujourd'hui, nous fêtons les Serges. Donc, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui s'appelle Serge, Sergine, Sergio, eh ben, c'est le moment de lui envoyer un petit SMS pour lui dire « Bonne fête ». Je parlais de revue de presse. Oui. Donc, je fouille un petit peu pour voir ce qui se dit au milieu de la culture. Et aujourd'hui, ce qui me paraissait important de rappeler, c'était qu'il s'est tenu il n'y a pas très, très longtemps. C'était le 28 septembre dernier. C'est le grand rassemblement concernant le projet de budget du ministère de la Culture pour 2021. Et ce, avant qu'il ne soit soumis au Parlement. Donc, ça s'est tenu ce lundi dernier avec Mme Roselyne Bachelot, qui est la nouvelle ministre de la Culture. Après la santé, la culture, mais c'est bon aussi pour la santé, la culture. Et donc, il semblerait que nous ayons un budget extraordinaire pour cette année qui vient de 3 milliards. 818 milliards qui vont être alloués à l'audiovisuel, au budget de la mission de la culture qui comporte les médias, le livre, les industries culturelles. Et donc l'État a traduit là, a fait un effort exceptionnel en faveur des politiques culturelles avec donc une affectation de 167 millions d'euros, soit plus de 4,8% en plus par rapport à la loi initiale de 2020. Pourquoi direz-vous un tel effort? Eh bien, effectivement, on s'est rendu compte que si ce ministère comporte aujourd'hui près d'un quart de budget supplémentaire par rapport à ce qui avait été initialement prévu, c'est parce que l'État a pris des dispositions par rapport à la crise. Tout le monde sait dans quelle situation aujourd'hui extrêmement difficile que se trouve la culture. Et évidemment, donc, que ce soit privé ou public, là, l'État a décidé d'injecter quelques millions de plus, quelques milliards de plus même, pour permettre à cette culture de sortir de ce marasme dans lequel il est aujourd'hui à cause de cette pandémie. Donc, c'est un budget d'une telle ampleur, c'est le fait que vraiment l'État a décidé de prendre en compte la gravité de cette crise à laquelle nous sommes confrontés, et puis parce qu'il est important d'accorder une place centrale à la culture, parce qu'on se rend bien compte que cette culture, elle est nécessaire pour vivre, elle est nécessaire à la vie intime de chacun, mais elle est nécessaire aussi parce qu'elle a un rôle dans notre bien-être et qu'il y a un certain nombre de milliers de personnes qui en vivent. Donc, cette période autour de ce budget a aussi coïncidé avec une étude sur les pratiques culturelles des Français. La semaine dernière, je parlais donc de la carte Pass Culture pour les jeunes qui semblait être un petit peu désaffectée. Or, on se rend compte que c'est tout le contraire. Pour les seniors, ils fréquentent de plus en plus de culture, ils en consomment de plus en plus. Et pourquoi? Parce que les jeunes, au niveau de la culture, eux, s'intéressent davantage à toutes ces cultures modernes qui passent par des écrans que nous connaissons. Donc l'idée pour l'État, c'est quand même de démocratiser la culture et de la sortir de ces espaces numériques et de faire en sorte qu'elle soit décloisonnée et que les gens ne délaissent pas les lieux de culture. Donc on reviendra sur ce projet de loi parce que j'aimerais voir et pouvoir vous dire comment elle est traduite localement. Justement, j'allais poser la question, mais ça va venir. On sait que les enseignes culturelles aujourd'hui sont fermées. Absolument. Et les gens qui en vivent n'en vivent pas. N'en vivent plus. Oui.
Et donc, je viendrai la semaine prochaine avec un sujet toujours autour de ça pour voir comment elle est traduite localement. Aujourd'hui, j'avais très peu de réponses, mais j'espère que d'ici là, les choses auront bougé et qu'il y aura des retours. En attendant, en tout cas, en Guadeloupe, il se passe quand même quelque chose. La Cité internationale des arts, en association avec la DAC Guadeloupe, a lancé, donc, a primé des lauréats du programme de résidence 2020. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est la Cité internationale des arts, en lien avec la direction des affaires culturelles de Guadeloupe, qui a déployé tout un programme de résidence pour des artistes. C'est totalement inédit, donc que ce soit des auteurs, des commissaires, des jeunes artistes, etc., ils vont pouvoir bénéficier d'un soutien à la création au travers de cette résidence. Donc, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé du 12 au 31 juillet dernier. 12 candidatures de Guadeloupe ont été postées, 2 ont été primées, donc ils bénéficieront de 2 résidences de 3 mois, en octobre, décembre et en juin, juillet de l'année prochaine, avec une bourse de 800 € par mois pour pouvoir vivre par artiste. Et les 2 artistes lauréats sont Denis Ninine, qui est dans le secteur théâtre, et Pascal Major, qui est dans le secteur art plastique. Alors, ils vont pouvoir être accueillis dans un lieu qui s'appelle donc le nom m'échappe tout à l'heure, je le dis, la Cité internationale des arts, ça se trouve à Paris, où ils vont être résidents, où ils vont pouvoir créer et surtout, ils vont être accompagnés par des artistes internationaux et ils vont rencontrer près de 200 artistes également qui sont là dans tous les secteurs artistiques, qui sont eux aussi en résidence et qui viennent sur cet espace pour créer. Donc voilà, bravo à eux. Il faut savoir quand même que le jury était composé quand même de Céline Brugière, qui est conseillère spectacle vivant à la direction des affaires culturelles de Guadeloupe, de Valérie Lebel que nous connaissons, conseillère du développement culturel, un nom qu'on connaît bien aussi, Gérard Poumarou, qui est directeur général de l'Archipel, et Audrey Fibel, directeur de programme artistique de l'habitation Laramée à Sainte-Anne, n'importe quoi, à Sainte-Rose. Vous aurez fait la correction. Voilà, alors j'ai encore 2-3 minutes. Oui, encore 2-3 minutes, même 3. Je vais aller vite. Je vous parle d'un pays et d'une culture, mais là de plusieurs cultures. Pourquoi? Parce que j'avais promis de vous faire voyager. Et là, j'ai pensé à vous parler des 7 merveilles du monde. Qui connaît les 7 merveilles du monde? Je peux les nommer. Ne prends pas tout mon temps. Bon, d'accord. Vas-y, dis-moi ce que tu connais des 7 merveilles. Pyramide de Khéops, oui. Oui. Il y a Ne dis pas tout. Ah, il ne faut pas tout dire. Ne dis pas tout. Oui. Je vous propose de m'envoyer sur ma page Facebook les 7 merveilles antiques du monde. Ah, j'ai déjà donné une. Tu en as déjà donné une. Bon. Il en reste encore 6 à trouver. Oui. Mais au-delà de ça, les 7 merveilles antiques du monde, les premières qui ont été classées, eh bien, aujourd'hui, elles sont toujours là. Il n'en reste plus qu'une d'entre elles. Il faudra aussi me dire laquelle. Vous gagnerez une place de cinéma pour la première personne qui aura envoyé sur ma page Facebook. Eh bien, aujourd'hui, 7 nouvelles merveilles du monde ont été classées. La Grande Muraille de Chine, la Cité Petra en Jordanie, la statue du Christ Rédempteur à Rio, Brésil. Sûr. Oui, j'allais le dire, oui. Ben, bien sûr. Là, voilà. Le Machu Picchu au Pérou. Voilà. Le site archéologique de Shenzhen au Mexique. Le Colisée à Rome en Italie et le Taj Mahal en Inde. Si vous n'avez vu aucune de ces merveilles, il est temps, j'espère que la pandémie va nous laisser un peu de temps, il est temps de porter manœuvre, comme dit Danick. Et figurez-vous que ces 7 merveilles ont été, rassemblés. C'est en 1999 qu'un grand projet a germé dans la tête d'un homme qui s'appelle Bernard Weber, homme d'affaires d'origine suisse, et qui a souhaité dresser cette liste des 7 merveilles du monde en faisant appel à tous les pays pour qu'ils mettent en avant ou qu'ils proposent l'une de leurs merveilles. Chaque pays pouvait nominer plusieurs lieux de leur genre, et c'est finalement une liste de 21 éléments qui ont été retenus, qui ont vu le jour, et 7 d'entre eux ont été donc sélectionnés pour présenter le titre des merveilles du monde, nouvelle génération, on va dire. Un grand vote international a été organisé sur le web, ça s'appelait New 7 Wonders, et ça a commencé notamment en concurrence avec la Tour Eiffel, l'Opéra de Sydney, l'Acropole d'Athènes, le site de Stonehenge. Vous savez, ces grosses pierres monolithiques, c'est aussi au Royaume-Uni, etc. À Lisbonne, il y en a eu, mais ce sont celles-ci qui ont été retenues. Alors, il faut savoir que, pour la petite anecdote, que les Nations Unies, c'est ceux qui classent il y a des petits trous de mémoire. Je ne sais pas si c'est la pandémie ou si c'est autre chose, mais en tout cas, il y a des petits trous de mémoire qui... Alors, il faut savoir que le nom va me revenir. La commission de l'UNESCO l'UNESCO, a
publié une information disant quand même que ce projet ne relevait pas de leur fait. Donc, c'était un projet porté par une personne qui s'appelle, donc je vous l'ai dit, M. Weber, hein, et que c'est un classement qui, bien sûr, ne tient pas compte de la vie de la planète entière, mais d'une population qui bénéficie d'Internet et qui a pu, au travers d'Internet, répondre à cet appel à projet. Mais en tout cas, aujourd'hui, ces 7 lieux sont classés et tout le monde les reconnaît comme étant des lieux extraordinaires et qui méritaient ce classement. Je vais finir rapidement par un très, très court agenda. Je voudrais simplement revenir sur un sujet que j'ai abordé la semaine dernière. Il s'agit de l'un de nos auteurs que tout le monde connaît, Gian Bitacco, qui m'a appelé tout récemment et qui appelle au secours, hein. Qui fait un appel au secours. Un gros SOS. Il n'est pas le seul dans cette situation. Aujourd'hui, nos artistes n'ont pas d'argent parce qu'ils ne vivent que de leur art, et lorsqu'ils ne peuvent pas travailler, eh bien, ils n'ont pas d'argent. Et il n'a pas honte de le dire, il le revendique, qu'actuellement, il compte sur la population guadeloupéenne pour acheter ses œuvres, ses ouvrages. Lui donner je crois, il fait une signature. Il fait une signature samedi, donc allez-y, achetez un livre, même si vous ne le lisez pas, mais vous pourrez l'offrir à votre enfant, à quelqu'un, vous pourrez l'avoir dans votre bibliothèque. Un livre, ça sert toujours. Notre culture, elle est là, elle peut pas être oubliée parce qu'elle est conservée dans les ouvrages, dans les livres, tout ce que nous sommes, notre écriture, notre parole, nos us et coutumes. Donc, baillons coup de main, achetez Levi et aidons nos artistes parce que je crois que c'est ce qui est important. Et la Poule à refaire qui ouvre demain en ligne. Justement, voilà. En parlant de ligne, ce soir, Festival du cinéma à Cinestar, c'est la dernière édition, enfin c'est la remise des prix ce soir. Il y a 4 films primés et ce sera en live sur le Facebook du Cinestar. Donc si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement, bien vous allez sur le Facebook du Cinestar et vous pourrez savoir qui aura ce soir parmi les 4 nominés, quels sont les films qui auront été retenus. Est-ce qu'il y a un dernier mot à ajouter, Martine? Je crois que Camarade Jean, dont je voulais parler, il me semble qu'il y a une dernière diffusion. Non, je voulais le voir après. Ce mercredi, me semble-t-il qu'il y avait une présentation aussi à la Martinique, sur Martinique Première et Guyane Première. Tout à fait. Donc à vérifier, mais en tout cas, si vous pouvez vous connecter, vous pourrez le voir aussi là. Si vous avez le SAT, voilà. Effectivement. Bien. Ben, écoutez, on en a tout dit. Je rappelle qu'on a eu comme invité aujourd'hui David Dampier, qui est directeur des services d'accompagnement et à domicile. Ensuite, Ketty Bernos Angélique, sous-directrice de l'autonomie, conseil départemental Toussou, dans le cadre de la Semaine Bleue. Valérie Boulogne, psychologue territoriale, avec qui on s'est entretenu sur le problème de la maltraitance. Et puis José Toulopin, qui nous a parlé de l'école en temps longtemps, des outils qu'on utilisait. Et bien sûr, comme chaque mercredi, Martine avec son fan club et son CSM. Et je rappelle donc... CSM, excuse-moi. Et je rappelle qu'on a aussi parlé dans les infos de David Grumeau et de son beau kit de luxe qui est paru dans un magazine américain. Sonia Talpi nous a annoncé une campagne interîle pour le tourisme ce soir au mois de novembre. Et puis l'avant-première hier, justement, Camarade Jean, dont on recevra le réalisateur demain à partir de 12h30. Et puis, la question, Martine a dit oui, retournerez-vous dans les restaurants? Ben, faut pas y aller force parce qu'il est resté fermé longtemps et il a besoin manger. Oui, il a besoin manger, mais il a aussi besoin manger. Donc, faut pas y aller force. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est Kevin qui était à la réalisation. Et bien évidemment, demain, il sera encore avec nous en direct à partir de 12h30 sur Radio Tension et sur Radio C10FM. Et puis vous êtes en direct du ZCL News. Et si vous avez tout raté, vous avez tort, mais enfin, il y a encore le Facebook Live. Vous pourrez retrouver tout ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain.